Chers collègues, merci pour tout ce qui a été dit. Et maintenant, qui plante bien le débat, nos enjeux, comme il est déjà un peu tard, je ne vais pas faire long. Un argument, cinq petites étapes. Je vais parler des politiques généreuses. Une politique publique est une politique généreuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas forcément qu'il y a beaucoup de sous à distribuer, mais qu'on doit avoir une idée d'avant-garde dans ce sens-là. Donc je prendrai innover dans ce sens-là, même s'il s'agit effectivement de refonder, mais on n'est pas en train de construire un mur, et le refonder, ça veut dire le démolir complètement, trouver des autres fondations. On est dans une logique du vivant, donc à ce moment-là, c'est quand même toujours du travail en boucle. Hein. Et on va chercher à se ressourcer, on va chercher l'eau la plus pure, on va dépierrer la source, c'est peut-être ça. Cette générosité. Pourquoi? Parce qu'il faut du courage, parce qu'on va prendre des risques. On va prendre j'allais dire, notre incapacité en face, en pleine figure. Donc en premier point, innover, c'est d'abord prendre les droits de l'homme au sérieux, c'est-à-dire une politique publique n'est démocratique que dans la mesure stricte où elle permet d'améliorer l'effectivité de l'ensemble des droits de l'homme, quelle que soit cette politique. L'effectivité, c'est concret, c'est que chaque droit de l'homme a son effet. Et alors on considère à ce moment-là que les droits de l'homme, ce n'est pas d'abord une norme juridique, c'est d'abord une norme politique. Je dirais plus précisément, c'est la grammaire de la démocratie. Et quand je prends grammaire, c'est, Mylène l'a rappelé, c'est centré sur les personnes, mais ça ne veut pas dire qu'on est individualiste et qu'il y aurait le collectif qui serait ailleurs, centré sur les personnes, leurs actions, leurs verbes, leurs compléments, c'est-à-dire des interactions. Donc ce n'est pas l'individu et le collectif, c'est des personnes qui, ensemble, font du lien social, qui font le texte social. Et chaque phrase, dans ce sens, un sujet, un verbe, un complément, un homme qui a besoin de santé, cherche sa santé, d'autres qui vont le soigner, vous avez là une phrase sociale. Et cette phrase sociale est vivante dans la mesure où, effectivement, il y a de la dignité dans cette relation et qu'il y a une interaction ou institution, acteur collectif. Personne, les personnes, ce n'est pas seulement la personne qui est malade, mais évidemment, c'est les personnes qui la soignent, non seulement dans l'institution, mais aussi dans la famille, et où donc il y a une synergie entre ces capacités. Si les droits de l'homme sont la grammaire du politique, on a ici cette idée de refondation, innovation, je dirais générosité. Pourquoi? Parce qu'on est toujours en deçà de cette responsabilité. Et donc il nous faut forcément, obligatoirement, inventer un plus, un mieux. Parce que la souffrance, quand on va la chercher, quand on va y répondre, on s'aperçoit généralement qu'elle est beaucoup plus grande que celle qu'on croyait, que quelqu'un qui a soif, ce n'est pas suffisant de lui donner à boire, que quelqu'un qui est malade, ce n'est pas suffisant de traiter cette maladie ou une autre, qu'il y a aussi d'autres demandes derrière, beaucoup plus puissantes. Donc pourquoi spécifiquement par les droits culturels? Alors Luc Carton l'a parfaitement démontré. Je veux juste ici apporter un complément. Il s'agit effectivement de chercher à croiser les savoirs, tous les savoirs, partout où ils sont. Or, chercher à croiser les savoirs, c'est-à-dire à les recueillir, à les observer, c'est ce qu'on a, c'est l'idée même de notre démarche Paideia, c'est d'aller chercher les savoirs partout où ils sont, dans les dispositifs existants, les activités existantes. Eh bien, c'est prendre le risque, évidemment, qu'on déconstruise. Et dans les cas d'école qui ont été analysés, on en verra quelques-uns demain, il y a des gens qui ont osé analyser leur cas, puis au fur et à mesure qu'ils le présentaient, le cas se digitait plutôt en disant « il faut quand même refaire en bonne partie ». Mais je crois que ce n'était pas une humiliation, d'abord parce que c'était partagé avec beaucoup d'amitié et d'espoir, mais aussi parce que c'était une sorte de libération de trouver mais où sont ces fondements, ces sources qui sont beaucoup plus vives. Alors j'ai bien aimé, Luc, je vais acheter l'expression, déménager les problèmes. Déménager les problèmes parce qu'ils sont rivés, ça. Ils sont rivés par quoi?
Ils sont arrivés par des paresses, on pourrait dire intellectuelles, on croit savoir, on a des dispositifs, on les a installés. Mais ce serait encore pas si grave, parce qu'on a tous des idéologies qui traînent et on n'est pas assez philosophe, assez critique pour mettre tout ça en interprétation permanente. Mais c'est pire que ça, parce que ça a été dit aussi par Mylène, les identités sont liées à des savoirs ou à des savoirs supposés, appropriés. Et donc, si les savoirs sont en réalité faibles, alors l'identité du pouvoir devient d'autant plus dure qu'elle est vide. Et donc déménager les problèmes, c'est dire attention, la façon dont ils sont traités de collectif à collectif, d'idéologie à idéologie est complètement stérile, on n'avance pas, on est dans cette opposition. Mais alors où se situe le vrai débat? Où se situent les débats qui vont traverser les institutions, qui vont traverser les approches, qui vont traverser les problèmes? Et donc c'est cette deuxième étape de l'argument, les droits culturels. Pourquoi? Parce que ce désir que Mylène rappelait d'appétence, de désir, qu'on a aussi bien dans tous les domaines du culturel. Je ne sais pas pourquoi tu as dit droit culturel et droit scientifique comme étant deux droits, mais c'est pour la discussion. Et le droit scientifique, c'est un droit culturel fondamental, c'est le droit à l'éblouissement devant son corps, devant tout ce qui est autour de soi, etc. Et donc, la vulgarisation scientifique, au sens noble du terme, va développer cette capacité d'admiration, je dirais au même titre, de façon complètement différente, mais au même titre que les autres domaines culturels, et en particulier artistiques, mais aussi linguistiques, etc. Et donc, ce droit fondamental à savoir, ce droit à la saveur de la vie, il est tout à fait central, et c'est à ce droit qu'il faut répondre si on veut pouvoir déménager les problèmes. Mais encore une fois, la façon dont ces problèmes sont posés ne suffit pas simplement d'aller avec un camion et un élévateur, parce qu'ils sont solidement rivés au sol. Et donc on a effectivement vers des conflits plus durs en réalité qu'on ne le croyait, parce que c'est ça, pas simplement des conflits de pouvoir en termes quantitatifs, il y en a qui sont plus lourds que d'autres, et on va simplement essayer de faire, on va essayer de faire masse pour faire poids, pour faire bouger les lignes. Non, il y a quelque chose de plus, il y a une peur du vide, qui fait qu'un individu seul qui sait quelque chose que l'institution tente constamment de cacher, il est hyper dangereux. Et il faut le faire taire. Et comme on n'est pas en régime de tortionnaire direct, etc., eh bien, il faut arriver à le faire taire autrement. Par quoi? Soit par l'idéologie, soit de façon beaucoup plus générale, beaucoup plus puissante, c'est-à-dire beaucoup plus neutre, par la technocratie. Et donc à ce moment-là, on va effectivement remplacer cette interprétation permanente que Luc Carton développait, de remplacer effectivement des rapports d'activité par des rapports de discussion, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais des moments de discussion, des relevés de discussion, et donc de propositions, et ça risque de faire sauter les institutions, pour dire les choses. Non? Or, une institution, par définition, elle a peur, elle est soumise à une forte entropie sociale. Pourquoi? Parce que c'est fragile. Et donc, il faut effectivement sécuriser tout ce qu'on peut sécuriser. Mais qu'est-ce que c'est qu'une institution démocratique? C'est une institution qui doit parvenir étape par étape, mais j'allais dire en boucle, refaire constamment ce travail de rechercher la sécurité, non pas par le bouclage des libertés, mais la sécurité par le croisement des libertés, où chacun, effectivement, peut corriger les erreurs des autres et trouver ici une sécurité interactive. Ça m'amène au troisième moment du raisonnement. Qu'est-ce que ça veut dire croiser les savoirs? Qu'est-ce que ça veut dire aller chercher le désir de savoir et de comprendre, aussi bien chez l'assistance sociale que chez le directeur d'une troupe de théâtre,
que chez les parents qui voudraient bien que l'école de leurs enfants soit beaucoup plus puissante, beaucoup plus vivante, beaucoup plus dynamisante qu'elle n'est, que chez l'instituteur qui lui aussi se sent les bras un peu collés au corps devant un certain nombre d'enfants dans sa classe, sans parler de l'université, les problèmes s'y voient beaucoup moins, mais ils sont exactement en réalité les mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, bien entendu, désectoriser. Et là encore, on le dit, désectoriser. Mais les sectionnements sont bien là pour pouvoir éviter que le savoir circule avec cette vivacité. Désectoriser, le mot ne suffit pas, puisqu'il ne faut pas simplement dire que tout est dans tout, sinon on n'aura rien dit. Donc là encore, je reviens à la grammaire des droits de l'homme. En travaillant sur les droits culturels spécifiques, on désectorise à l'intérieur des domaines culturels, y compris en y ajoutant l'éducation, qui est quand même dans la culture, en y ajoutant la communication, qui logiquement est aussi dans la culture, mais en plus, on va chercher le culturel des autres politiques, des autres secteurs. Autrement dit, pour nous, désectoriser, ça ne signifie pas de dire « allez, on va causer ensemble, on va travailler ensemble ». Non, les résistances sont trop fortes. Désectoriser, ça veut dire chercher où est le sens commun. Donc, et c'est bien par ce croisement des savoirs qu'on va voir comment désectoriser. Il ne suffit pas de dire on est tous parmi, hein, comme on dit, hein, pas toi, on est tous parmi, mais ça veut dire que par quel savoir on se sait en interpénétration. Autrement dit encore, ça veut dire qu'un élément, il y a deux principes centraux qui vont venir ici. Le premier, c'est dire la solidarité, ça ne suffit pas, parce que la solidarité, ça veut dire de nouveau un gros gâteau et on se le partage plus ou moins bien, n'est-ce pas ? Le principe de réciprocité générale est plus précis. Hein, il donne du contenu à la notion de solidarité, parce que nous sommes en situation de réciprocité asymétrique. Ça veut dire que nous n'avons pas du tout les mêmes choses à nous apporter. Voilà. Nous sommes en situation de réciprocité asymétrique entre le maître et l'élève, qui sont égaux d'un côté, hein, mais qui sont en asymétrie, ce qui ne veut pas dire que le maître soit supérieur à l'élève, puisque le maître il est là pour l'élève, donc l'élève est supérieur au maître, c'est son but, n'est-ce pas ? Et en même temps, le maître est supérieur à l'élève par son expérience. Voilà. Et la même chose pour parents-enfants. Donc de travailler, avoir le courage d'affirmer en même temps l'égalité fondamentale des droits humains, mais en même temps l'inégalité salvatrice, je dirais, tout à fait essentielle, en disant on n'est pas simplement tous différents comme ça, mais nous avons des distinctions qui sont structurantes. Nous avons besoin du génie des autres. Et dans la notion de droit culturel, qu'est-ce qu'on va dire ? Dans la culture, il y a de l'excellence. Il faut de l'excellence. L'excellence, ça ne veut pas dire l'excellence de la culture nationale. Ça veut dire ici sortir de la caverne, sortir de la médiocrité, pour que chacune, chacun, là où il est, puisse avoir cette expérience formidable d'une libération parce qu'il a plus de capacité de communiquer au sens plus de plaisir culturel, plus de savoir dans un domaine ou un autre, dans lequel il peut, grâce auquel il peut faire l'expérience de réciprocité. Je reçois tellement, c'est ça, quand on découvre un domaine culturel, on est ébahi de tout ce qu'on peut recevoir. Hein, je reçois tellement que je suis aussi capable de donner. Si ce n'est pas ça la libération, je comprends encore moins de choses. Ce qui m'amène, j'avais encore l'autre principe, c'est un principe qui nous manque tout le temps, on l'a vu dans notre dernier atelier sur les indicateurs à Paris, c'est le principe de subsidiarité, qui n'est pas très sympathique en France, je crois, j'ai cru comprendre, mais qui veut dire, et on l'a au niveau politique, on l'a partout, on l'a à l'intérieur de n'importe quelle institution, qu'on doit travailler ensemble, et chacun a sa fonction. Mais, alors, ou bien on dit on doit travailler ensemble, mais c'est pas possible, de nouveau on est dans le flou, si tout est dans tout, donc on va bien dire que chacun dans son bureau, dans son secteur, mais si chacun dans son bureau, dans son secteur, on est foutu aussi parce qu'on ne comprend plus rien, donc comment faire ? Hein ? Alors il y a les compétences volontaires, tout ça, mais ça veut rien, ça ne nous dit rien, ça.
Il faut trouver que si deux secteurs travaillent ensemble, il y en a un qui garde la compétence centrale, oui, mais l'autre peut intervenir, il intervient à titre subsidiaire. Oui. Et donc ces articulations de compétences, c'est un élément qu'on a de façon tout à fait centrale entre un père et son fils, comme on peut l'avoir entre un homme et une femme dans un couple, par exemple, comme on peut l'avoir entre deux bureaux voisins dans une institution. Et donc ces éléments d'articulation sont tout à fait importants parce que ça signifie qu'on a un savoir sur son savoir, hein, et qu'on arrive à situer, l'épistémologie, le carton parlait, on arrive à situer, comment dire, quelle est la position, épistémès, c'est quelque chose qui s'assoit, l'épistémologie, on arrive à situer la position sociale de savoir dont on est responsable. Je ne dis pas forcément le savoir que l'on détient, parce qu'on en détient un tout petit bout, mais celui dont on est responsable par rapport à d'autres savoirs. Autrement dit, ce sont les articulations. Ce qui m'amène à mon quatrième point, par rapport à l'économie et au travail, qui a été évoqué par Jacques aussi, par Luc. Chaque droit de l'homme est fin et moyen. Donc moi je n'ai pas du tout peur de l'instrumentalisation dans un sens noble, n'est-ce pas? Et si on va écarter l'instrumentalisation dans un sens qui ferait que le culturel est finalement dénaturé pour pouvoir servir à autre chose, n'empêche que si on crée du travail en développant les droits culturels, on n'aura pas perdu notre temps, n'est-ce pas? Et que précisément, si je suis tout à fait d'accord que le conflit majeur, c'est sur le sens du travail, ça signifie aussi que notre objectif majeur, c'est de créer, soit de recréer, soit de créer de nouvelles formes de travail qui soient des capacités beaucoup plus puissantes à faire du développement culturel. Et à ce moment-là, il n'y a pas un conflit entre le culturel et l'économie. S'il y a un conflit entre le culturel et l'économie, c'est un conflit entre du mauvais culturel et de la mauvaise économie. Il n'y a rien de plus puissant comme investissement qu'un véritable capital culturel, c'est-à-dire du savoir, qui en lui-même est innovant, qui en lui-même explose. Mais ça ne rentre pas dans le jargon actuel des industries culturelles et créatives et autres chewing-gums de ce genre. Et il s'agit bien de comprendre, et on le voit bien pour l'éducation directement. Qu'est-ce que c'est que l'éducation d'un enfant? C'est bien ce qui va, si elle fonctionne bien, s'il se développe, c'est bien ce qui va le rendre le plus productif. Je prends le mot productif au sens fort et noble du terme, productif dans sa famille, productif dans son environnement, productif pour les autres, productif pour lui. Au sens où il va lui-même produire du savoir, produire du service. Et donc, développer du travail, développer une autre culture du travail, oui, tel est notre objectif. Alors, question que vous avez posée, Luc Carton, quels acteurs? Est-ce qu'on ne pourrait pas la déménager un peu, la question, et dire, si on cherche un acteur collectif, mais l'acteur collectif, il se vide par le milieu avec le temps. Et donc, il faut faire comme Sisyphe, n'est-ce pas, constamment revivifier l'acteur collectif pour lui redonner du sens. Mais il y a toujours quelques pouvoirs vides qui vont essayer de faire passer ça à la trappe pour dire maintenant, notre façon de fonctionner, elle est définie par telle ou telle procédure. Est-ce que, si je prends effectivement l'exemple de l'école comme acteur collectif, je dis, c'est quoi ce collectif? C'est pas une boîte dans laquelle il y aurait les enseignants, les élèves, et puis les parents, un pied dedans, un pied dehors. Mais non, tous les acteurs à l'intérieur de ce cercle qui constitue un collectif, que je pourrais appeler aussi une communauté éducative, ils ont tous un pied dedans, un pied dehors. Les enfants, comme les enseignants, comme les parents, comme les administratifs, n'est-ce pas? Et donc à ce moment, qu'est-ce qui va faire ce qu'on appelle la vie de l'école? C'est pas simplement que les cours se passent bien, que les enseignants soient bien formés,
Mais c'est que les gens de théâtre viennent dans l'école, que les gens de différents métiers viennent dans l'école, que les enfants de l'école aillent dans les bibliothèques, dans les différents lieux, dans les ateliers. Et donc à ce moment-là, on n'est plus simplement quel acteur collectif, mais quelles sont les interconnexions, et c'est là-dessus qu'on a mis l'accent dans notre programme Paideia, quelles sont les connectivités qui font qu'on vit des diverses communautés. C'est-à-dire, communauté, ça veut dire qu'il y a un bien commun. Dans le cas présent de l'école, ça peut être la vulgarisation scientifique, ça va être les arts, ça va être la langue, ça va être l'éducation sociale, ça va être l'environnement immédiat de l'école, etc. Et ça va être, avec tout ça, l'acte éducatif lui-même, au service de l'épanouissement individuel de chacun, comme au service de son épanouissement social. Et à ce moment-là, il faut aller retrouver dans la transversalité elle-même l'interacteur. On va trouver la seule voie, à mon avis, de reconstruction. Le problème, c'est que ça aussi, il faudra toujours le recommencer. Mais je crois aussi que c'est ça la démocratie. Merci.